Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal consacré à la page rétrospective de la semaine dont voici les sommaires. Répartition des postes entre la majorité et l'opposition au sein du bureau définitif. L'opposition n'occupera que le poste des rapporteurs adjoints sur les 7 postes qui comptent le bureau d'Assemblée nationale. Au cours de son audience du jeudi 18 avril 2024, la Cour constitutionnelle a renvoyé au 22 juillet 2024 la reprise du procès portant sur les détournements présumés des fonds alloués au parc agro-industriel de Boukangalonzo. Et enfin, vous l'avez suivi au cours de cette semaine, accrédité depuis 2023 en France, le diplomate congolais Émile Ngoï Kassongo a été plébiscité meilleur ambassadeur africain en 2024. Après débat et délibération, le poste du rapporteur adjoint revient à l'opposition. L'opposition a obtenu seulement le poste de rapporteur adjoint alors que la majorité parlementaire s'est octroyé tous les principaux postes de direction, à savoir celui du président, premier et deuxième vice-président, questeur adjoint. À en croire les députés Mwando Nsimba de l'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, cette distribution de rôles ne résulte pas d'une conciliation entre les forces politiques. La majorité n'a pas jugé cela nécessaire. Elle a trouvé qu'elle pouvait continuer à gérer pratiquement seule. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que ce qui n'est pas normal, c'est d'avoir une majorité qui a 96% de place dans l'hémicycle. Et il était important que cette majorité use de sagesse pour permettre à l'opposition d'être visible et lisible au sein de l'Assemblée nationale. Ça n'a pas été le cas, mais elle est majorité, elle a pris sa décision. Nous nous inclinons en toute démocratie et nous espérons que nous allons nous réunir très bientôt avec toute l'opposition pour désigner notre candidat à ce poste. Notons qu'il reste à présent au bureau provisoire de l'Assemblée nationale de publier le calendrier de l'élection et l'installation du bureau définitif de cette chambre basse du Parlement. Quand on observe le déroulement des consultations politiques présidées par la première ministre Judith Suminwa, une chose frappe et revient comme une évidence, la détermination et l'engagement qu'elle affiche pour former une équipe gouvernementale dynamique, efficace et capable de répondre aux besoins pressants de la population, car pour elle, le gouvernement à venir doit être doté des acteurs compétents et expérimentés, mais aussi il sera composé de 45 ministres. Ceci ressort des propos tenus par les chefs des délégations des regroupements politiques qui prennent part à ces consultations, à l'exemple de l'autorité morale de l'ACPA, Jean-Tini Ngobila, qui a révélé ce qui suit. La Première ministre nous a parlé des profils et nous a suggéré de proposer à chaque fois 3 noms pour chaque poste. C'est ce que nous allons pouvoir faire. Il nous a donné des orientations pour s'y faire, c'est ce qu'on va faire. On a besoin pour nous de commencer à tout divulguer, mais elle a donné des orientations assez claires quant à ça. Dans les mêmes circonstances, le ministre Pius Mwabilou, à la tête de la délégation du regroupement politique Alliance pour l'avènement d'un Congo prospère et grand, a insisté sur le professionnalisme, la compétence et l'expérience comme critères de sélection des futurs ministres. Pour rappel, le gouvernement dirigé par Mme Suminwa est très attendu au regard de multiples défis que traverse le pays en cette période précise où des vastes zones dans les territoires de Rutshuru, Nyiragongo et Masisi sont occupées par des rebelles du M23. Alors, j'étais ravi de rencontrer la nouvelle première ministre de la RDC et avec tous les défis que le pays a actuellement,
c'est clair, et on était d'accord là-dessus, que les questions des droits humains, de s'orienter vers les populations et de mettre en sorte que les besoins des populations soient à la hauteur de l'attention du gouvernement et que les droits humains sont quelque chose de transversal qui affecte tous les secteurs de l'administration et de la gouvernance. Et on avait vraiment un échange très fructueux et je me réjouis à l'idée d'avoir une collaboration étroite entre mon bureau, les Nations Unies avec la Première ministre et son cabinet. Alors, puisque vous avez échangé avec elle, comment est-ce que vous jugez son analyse sur les questions humanitaires et comment est-ce que les Nations Unies comptent accompagner la RDC dans ces questions? C'est clair que la situation humanitaire, surtout dans l'Est, est précaire à cause de l'insécurité, à cause de ces vagues de déplacements, à cause de la violence et des conflits. Et c'est crucial que l'administration et les Nations Unies continuent à avoir une collaboration étroite pour faire face à ces défis humanitaires et autres. Ça, c'est absolument clair. Et justement pour ça, on a besoin d'une collaboration fructueuse. Il s'agit de la correction des arrêts définitifs publiés le 12 mars 2024, en rapport avec les législatives nationales de décembre 2023. La Cour constitutionnelle siège en matière de correction des erreurs de ces arrêts. La séance donne lieu à une confrontation de pièces à conviction entre parties demanderesses et défenderesses. Il ressort de cette audience que la correction des erreurs matérielles porte plus sur les chiffres de la CNI et les arrêts de la Cour que sur des noms. Explique le président de cette Cour, Dieudonné Kamouleta. L'état de droit, c'est une responsabilité et des avocats et des magistrats et de la population. Et beaucoup plus de vous, avocats, parce que vous êtes censés maîtriser la loi. Quand vous venez nous saisir en erreur matérielle, vous savez ce que ça signifie. Pour rappel, la haute juridiction avait invalidé 43 députés nationaux proclamés par la centrale électorale. Parmi les députés qui avaient obtenu gain de cause des 6 arrêts de la Cour, on avait retrouvé notamment la ministre du portefeuille Adel Kainda, l'ancien ministre du Tourisme Modéron Timba, ainsi que le ministre en charge des infrastructures et travaux publics Alexis Guissaro. La haute juridiction a pris l'affaire en délibéré et promet de rendre son arrêt ce jeudi 18 avril 2024. Ce procès, dont plus d'un attend la conclusion, n'est pas prêt de se conclure. Encore un report sans une explication claire. Le principal accusé, qui est le sénateur Matata Ponyo, est sur place alors quelle serait la raison de cet énième report. La Cour manque-t-elle des preuves suffisantes? Depuis le début de ce procès, le 25 octobre, il y a eu plusieurs reports avec différentes raisons, notamment la santé du principal accusé qui devait se déplacer pour se faire soigner hors du pays, son absence, et récemment pour des raisons des campagnes électorales, vu que Matata Ponyo était candidat à l'élection présidentielle de décembre 2023, une question de lui permettre de bien faire sa campagne électorale. Nous sommes déjà au 4e mois de l'année 2024, toujours pas de conclusion. À quand la fin de ce dossier de détournement des présumés fonds alloués au parc agro-industriel de Bukangalonjo? Le pays devra passer à autre chose en lieu et place de rester focus sur un dossier qui visiblement n'est pas prêt à être conclu ou carrément la justice ne trouve-t-elle pas la voie d'en finir et tourner la page? C'est une question qui taraude les esprits en ce moment, après que la Cour ait renvoyé l'affaire au 22 juillet 2024, une décision issue de l'audience du jeudi 18 avril 2024. Pour rappel, le prévenu principal est poursuivi pour avoir dissimulé, selon le parquet près cette cour, plus de 200 millions de dollars américains dans la gestion du parc agro-industriel de Bukangalonjo. Cette affaire prendra-t-elle fin? Wait and see.
Les réactions fusent de partout, tant de la classe politique que de la chancellerie de l'archidiocèse de Kinshasa, après l'incident qui a eu lieu à l'aéroport international de Njili, à savoir le cardinal Fridolin Ambongo qui s'est refusé l'accès au salon des autorités de cet aéroport alors qu'il prenait son avion pour se rendre à Rome. À la question de savoir si le cardinal Fridolin Ambongo était un homme politique ou ordinaire, à notre connaissance, le cardinal archevêque métropolitain de Kinshasa est membre du CNF, les conseils des cardinaux qui assistent les saints-pères, le pape François, dans le projet de la réforme de l'Église. D'ailleurs, c'est pour cette mission qu'il voyageait. Aussi, en tant que cardinal de la Sainte Église romaine, il est détenteur d'un passeport diplomatique. Mais pourquoi lui refuse-t-on aujourd'hui ces statuts qui a toujours été reconnus à tous les cardinaux, même sur le plan international? S'interroge la chancellerie de l'archidiocèse de Kinshasa dans un communiqué. Peut-on lire dans le même communiqué que ce serait dommage si ces traitements fait suite à ce prise des positions prophétiques, notamment son homélie de la nuit des Pâques, où il interpelle toutes les personnes impliquées de quelque manière dans la crise qui sévit dans ce pays. Parmi les réactions qui ont fusé dans la classe politique, nous pouvons lire de Jean-Claude Katende. Selon lui, ce qui a été fait au cardinal est totalement inacceptable. Quelles que soient nos divergences sur la gouvernance du pays, nous devons respecter les personnalités qui font l'honneur de la RDC. Pour Martin Fayoulou, personne ne peut empêcher les cardinals de dénoncer le mot qui ronge notre pays. C'est l'une de ses missions prophétiques. De Malou Malou en passant par Mosengo et aujourd'hui Ambongo, les cardinals est au service du peuple de Dieu et non d'un régime, surtout si ce dernier est totalement corrompu. Pour rappel, le cardinal Ambongo a été récemment désigné par les saints-pères pour les représenter comme son envoyé personnel à la cérémonie de béatification des missionnaires martyrisés à Uvira qui se tiendra le 18 août 2024. La famille Okende, pour qui je suis en ce lieu, m'a chargé à nouveau de déposer une plainte parce que vous allez vous rappeler qu'il n'y a pas longtemps, nous avons suivi un ministre honoraire du nom de M. Modéron Simba, déclaré dans un audio qui reste viral sur les réseaux sociaux et décrire les circonstances de la mort de M. Chéribin Okende, en citant des noms, des post-noms et des prénoms, ainsi que des qualités des personnes ayant participé à cette activité macabre. Après la première plainte déposée au parquet près le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, il est aujourd'hui urgent de déposer une nouvelle plainte parce qu'il y a l'avènement des éléments nouveaux qui décrivent, à la différence de ce qui a été dans la conclusion du parquet, les circonstances de la mort de M. Chéribin Okende. Et donc, nous ne pouvons pas éternellement nourrir la thèse de faux bruits alors que des personnes citées dans des versions qui sont du reste cohérentes, ne sont pas interpellées. Nous venons encore une fois mettre la justice de notre pays devant ses responsabilités, pour qu'au-delà des faux bruits, qu'elle puisse s'intéresser aux personnes qui sont citées pour permettre de réparer tant soit peu la douleur de cette famille qui ne verra plus jamais un grand dignitaire, un homme d'État assassiné dans des circonstances indescriptibles. Monseigneur Mitjal Escovar, nouveau-nonce en République démocratique du Congo, est né à Crange, en Slovénie, le 3 janvier 1970. En 1989, il est entré au séminaire de Ljubljana où il a obtenu un diplôme en théologie. Il a été ordonné prêtre du diocèse de Ljubljana le 29 juin 1995 par l'archevêque Algyonzi Sustar. Après 2 ans de service pastoral à Domzal, il a poursuivi ses études à Rome.
En 1999, il a obtenu une maîtrise et un doctorat en droit canonique à l'Université pontificale grégorienne. Entré au service diplomatique du Saint-Siège le 1er juillet 2001, Monseigneur Lescovar est d'abord affecté au Bangladesh de 2001 à 2003, puis à la section des affaires générales de la Secrétairerie d'État à Rome de 2003 à 2014, où il s'occupe également de la réforme des procédures de sécurité interne du Vatican. On les retrouve ensuite en Allemagne de 2015 à 2018 et en Inde de 2018 à 2020. Le 1er mai 2020, le pape François a nommé Monseigneur Lescovar archevêque titulaire de Bénévent et Noces apostolique en Irak. Monseigneur Mitja Lescovar parle français, italien, espagnol, allemand et croate. Notons qu'il remplace Monseigneur Héctor Balestrero, nommé observateur permanent du Saint-Siège aux Nations Unies à Genève depuis 2023. Le secrétariat général de la CENCO présente ses vives et sincères félicitations du nouveau nonce apostolique. Il lui souhaite la bienvenue au Congo et l'assure de ses prières et de sa collaboration pour infructuer ministère dans l'Église famille des dieux qui est en République démocratique du Congo. Les questions pendantes de la 6e revue du programme économique du gouvernement étaient au cœur d'un échange entre les ministres de Finances Nicolas Kazadi, le ministre d'État du Budget Aimé Bonji et la gouverneure de la Banque centrale du Congo avec la mission du FMI pour la RDC. Les questions pendantes de la 6e revue du programme économique du gouvernement étaient au cœur d'un échange entre les ministres de Finances Nicolas Kazadi, le ministre d'État du Budget Aimé Bonji et la gouverneure de la Banque centrale du Congo avec la mission des FMI pour la République démocratique du Congo. Concernant la conclusion de ces programmes soutenus par facilité élargie de crédit, les discussions se poursuivront à Kinshasa la semaine prochaine en perspective de la réunion du conseil d'administration du FMI prévue en fin juin 2024. Le directeur du département Afrique, ABB, a félicité le gouvernement congolais pour la performance réalisée dans les cadres du programme finissant. Pour clore, le directeur du département Afrique a en outre insisté sur la nécessité de maintenir la stabilité macroéconomique. Après 3 jours de la première réunion urgente de haut niveau sur le monkeypox, quelques résolutions sont prises. Il s'agit, entre autres, de l'élaboration d'une feuille de route régionale, commune et nationale décrivant la prévention, la détection et le contrôle des monkeypox, ainsi que renforcer les efforts de réponse dans leur pays et donner les ressources et les engagements qu'ils méritent. Présent dans la salle, le ministre congolais de la Santé, le docteur Roger Kamba, a appelé à la matérialisation de toutes ces recommandations. Est-il besoin de souligner que la mise en œuvre effective des différentes résolutions prises au cours de notre présente réunion à Kinshasa, écoulées sous forme de décisions par les ministres de la Santé à l'issue de ces assises, ne pourront devenir une réalité que dans un cadre d'action concertée avec le concours de chaque pays membre. Et c'est pour cela que je décide, au nom du gouvernement de la République, de 3 choses. La première, c'est que nous utiliserons en RDC le médicament disponible pour la prise en charge des cas de mpox sévère dans tout le pays en recommandant Ecovirinate comme molécule d'intervention avec accès élargi ainsi que dans les essais cliniques. Signalons que, en Afrique, la République démocratique du Congo et le Nigeria restent les pays les plus infectés par cette maladie. En RDC, par exemple, d'après les statistiques de l'OMS, les provinces de l'Atchopo, du Kwango et de Kinshasa sont les plus infectés.
Après 2 ans de formation et de rééducation à Kanyama-Kasese, ces premiers lots des ex-Kuluna, devenus bâtisseurs de la nation, a foulé la capitale de la République démocratique du Congo pour un objectif bien précis, celui de fabriquer des bancs que le service national offrira gratuitement aux écoles qui en manquent et réhabiliter l'hôpital général de Kintambo. D'autres seront affectés dans d'autres provinces pour les mêmes travaux de construction, modernisation et réhabilitation. D'après le numéro 1 du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik, ils sont devenus des bons citoyens. Ceux et celles qui sont derrière moi sont les enfants qui autrefois étaient appelés Kuluna, qui étaient partis à Kanyama-Kasese pour une formation, qui l'ont parachevé et qui aujourd'hui reviennent à Kinshasa où ils ont trouvé leur affectation afin de s'adonner aux différents travaux que le service national a prévus dans cette ville de Kinshasa. De leur côté, ces bâtisseurs de la nation se sont dit ravis de revenir à Kinshasa pour construire et non détruire. Vraiment, je suis vraiment ravi et c'est ma première fois d'être à Kinshasa. Et c'était à l'occasion du service national que je suis arrivé ici à Kinshasa. J'étais inutile dans la société et dans notre province, il y avait beaucoup de chômage à Kananga. On ne travaillait pas, mais l'État nous a récupérés pour nous donner du travail. Voici aujourd'hui, nous sommes affectés pour travailler. Soulignons par ailleurs que cette intégration des anciens Kuluna dans la société s'inscrit dans le cadre d'une initiative plus large lancée par le président Félix-Antoine Tshisekedi pour revitaliser le service national créé en 1997 par Mosé Laurent Désiré Kabila. Ce service vise à engager le jeune diplômé et chômeurs volontaires dans l'apprentissage de divers métiers et à renforcer leur sens du patriotisme. Le 15 avril 2024, le ministre de l'Agriculture, José Mpanda, a inauguré les tout premiers des maraîchères dénommés Assiettes du Peuple, situés au croisement de l'avenue Batetela et du boulevard du 30 juin dans la commune de La Gombe. Ces marchés est financé par le gouvernement congolais avec l'appui des FAO. Afin de permettre aux maraîchères de l'Interland de Kinshasa d'écouler leurs produits agricoles en vue d'atteindre l'autosuffisance alimentaire de la population locale. Ce marché est doté d'une chambre froide positive pour la conservation des produits invendus, afin de permettre aux maraîchères de rentabiliser leurs activités. Un sentiment de satisfaction pour un rêve et une œuvre achevée. Et je prends parole ces jours à l'occasion de l'inauguration du marché Assiette du Peuple. Notons que ce marché sera opérationnel que le dimanche et le jour férié de 10h à 18h, a dit le ministre de l'Agriculture, José Mpanda. Ces projets continuera également dans les jours à venir dans les 23 autres communes de la ville, province de Kinshasa. Après l'ambassadeur égyptien en 2023, pour cette année 2024, c'est au tour d'un digne représentant de la République démocratique du Congo au pays de Macron, qui n'est autre que l'ambassadeur Émile Ngoï, d'être plébiscité meilleur ambassadeur africain 2024 par l'organisation Croissance Plus de l'Assemblée nationale. Il s'agit d'une récompense due à son leadership pour le monde, particulièrement pour l'Afrique, que les diplomates congolais accrédités à Paris a reçu cette reconnaissance. À l'occasion de cette cérémonie solennelle, l'ambassadeur Émile Ngoï Kassongo a une fois de plus attiré l'attention de la communauté internationale sur la guerre d'agression dont la République démocratique du Congo est victime dans la partie Est. Dans son speech, le diplomate congolais a également dénoncé les fléaux de la corruption qui gangrènent le monde avec le détournement, en lançant un appel à tous les dirigeants du monde à jouer un rôle dans l'éradication de ces fléaux.
Des milliers de familles victimes des inondations causées par la crue du fleuve Congo et ses affluents vivent dans la précarité, a annoncé la société civile d'Issangi dans la province de la Chopo, en appelant les gouvernements à venir en aide à plusieurs familles victimes de ces inondations. C'est les responsables de cette organisation citoyenne qui l'a fait savoir dans une interview accordée à la radio Okapi, tout en rappelant que cette crue engendre des conséquences énormes sur le plan social, sanitaire et économique dans les territoires des Bassoko, Issangi et Yaouma. Récemment, plusieurs maisons se sont écroulées, des champs et les récoltes sont envahies par les eaux, explique-t-il. Il craint aussi un risque de flambée de maladies hydriques. En outre, plusieurs écoles qui sont inondées ne permettent plus aux enfants d'étudier. À cet effet, la société civile locale redoute les retards par rapport au calendrier scolaire. Des dirigeants européens venus à Bruxelles avec un sujet principal sur la table qui s'est invité comme la priorité des discussions, l'attaque de l'Iran contre Israël le week-end dernier. De nombreux leaders, dont Emmanuel Macron, souhaitaient prendre de nouvelles sanctions contre l'Iran. L'idée a été acceptée par les 27. Il faut désormais en affiner les détails. Nous avons décidé de mettre en place des sanctions contre l'Iran. C'est un signal clair que nous souhaitons envoyer. L'idée est de viser les sociétés qui ont un rôle dans la fabrication des drones et des missiles. C'est l'idée générale. Reste à savoir quels effets pourraient avoir ces décisions, car Bruxelles avait déjà par le passé imposé des sanctions contre l'Iran sur sa fourniture de drones à la Russie pour la guerre en Ukraine, sans réelles conséquences sur les relations entre Moscou et Téhéran. Les 27 ont aussi lancé un appel au calme au Proche-Orient, un message envoyé notamment à Israël qui a promis de riposter à l'attaque iranienne. Si la situation dans la région occupe grandement les esprits, les dirigeants européens n'en oublient pas l'Ukraine, avec la volonté de fournir de nouvelles aides envers Kiev. Nous devons faire plus. Nous regardons si cela est possible pour utiliser plus de stocks disponibles, notamment en ce qui concerne les systèmes de défense aérienne. D'autres décisions sont attendues par le Conseil européen d'ici à jeudi soir. Ces journaux rétrospectifs touchent à sa fin, mais avant tout les rappels des principaux titres. Vous l'avez suivi au cours de ces journaux, les répartitions des postes entre la majorité et l'opposition au sein du bureau définitif. L'opposition n'occupera que le poste des rapporteurs adjoints sur les 7 postes que compte le bureau d'Assemblée nationale. Au cours de son audience du 18 avril 2024, la Cour constitutionnelle a renvoyé au 22 juillet 2024 la reprise du procès portant sur les détournements présumés des fonds alloués au parc agro-industriel de Bukangalonzo. Et enfin, accrédité depuis 2023 en France, le diplomate congolais Emile Ngoï Kassongo a été plébiscité meilleur ambassadeur africain 2024. Ces journaux consacrés à la page rétrospective de la semaine touchent à sa fin. Au revoir et à la prochaine. Bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.